bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Donc, je me présente, Christophe Chauvet, donc membre depuis le début de la communauté PostgreSQL. J'ai fondé en début d'année avec un associé, Sébastien Lange, la société Sileam. Nous sommes spécialisés dans principalement TinyURP et un peu de voix sur IP. Alors, présentation. Donc je remplace en fait une conférence qui était prévue. J'ai fait ça un peu à la va-vite, donc veuillez m'en excuser auparavant. Donc une petite présentation, je vais vous présenter TinyURP, mais surtout aussi PostgreSQL au travers de TinyURP. Donc la société Sileam que j'ai fondée en début d'année, société de prestation logiciel libre. Expertise TinyURP, un peu de voix sur IP. Au niveau de TinyURP, on est spécialisé, pour ma part, partie logistique. J'ai fait 6 ans sur des ERP propriétaires. Et mon associé qui, lui, est plutôt basé sur la gestion de production. Il faisait partie d'une grosse société de sous-traitance électronique. Et donc, on a aussi développé autour de TinyURP, comme vous avez pu le voir sur les plaquettes que vous avez dans votre petite sacoche, un point de vente avec écran tactile et aussi des solutions de mobilité sur TDA. Donc alors, TinyURP est un PGI ou un ERP, donc un logiciel de gestion intégrée. Donc c'est en fait c'est un ensemble de fonctionnalités regroupées au sein d'un même logiciel. Donc là, je vous ai mis la définition Wikipédia. Voilà, donc ça passe par la gestion comptable, financière, vente, distribution, approvisionnement et commerce électronique. Il faut au minimum 5 composants pour pouvoir se définir comme un ERP. Alors, TinyURP, c'est un logiciel de type architecture N-tiers. Donc, nous avons la base de données, le serveur Tiny et les clients. Il est écrit tout en Python, avec un modèle objet assez poussé. Il fonctionne principalement au travers de web services. Donc les clients, il n'y a pas de connexion directe avec la base de données, tout passe au travers du serveur. Donc on a des interfaces graphiques type GTK ou Qt ou des interfaces web. Il existe un module documentaire qui d'ailleurs a été intégré complètement à la prochaine version, où vous pouvez gérer tous vos documents, vos factures et autres directement au niveau de TinyURP et de le voir comme un lecteur réseau au niveau de votre bureau. Et il y a également, plus qu'un petit peu un ERP, il y a des fonctionnalités de CRM qui sont intégrées pour faire de la relation clientèle ou fournisseur ou qu'on peut détourner pour faire autre chose. Alors depuis le 31 mars, TinyURP est devenu OpenERP. La société Tiny s'est aperçue qu'il n'arrivait pas à percer sur le marché américain. Pour la simple et bonne raison que Tiny a une connotation négative. Donc, très petit, donc pour les Américains qui voient tout en grand, c'était pas terrible pour eux. Donc le nom du logiciel a été renommé OpenERP. Donc la version actuelle s'appelle toujours TinyURP puisqu'elle a été sortie avant le changement de nom. Et la prochaine version, qui sera la 5.0 et non pas la 4.4 comme prévu initialement, qui sortira en novembre 2008. Alors l'architecture du serveur. Donc, comme je le disais, une architecture N-tiers. Maintenant, on en entend un peu plus parler. C'est le framework OpenObject, en fait, qui existe depuis le début, qui a évolué, mais dont la société Tiny n'avait pas assez communiqué dessus. Donc là, maintenant, au niveau de TinyURP, ils ont vraiment sorti le framework pour le gérer à part, pour permettre aussi d'autres développements que celui développé sur Tiny. Donc concrètement, vous prenez le framework et vous développez votre applicatif. Et la plus grosse application qui tourne sur OpenObject, c'est TinyURP. Donc, entièrement utilisable via des web services. Donc pour l'instant, il y a 2 protocoles internes, du XMLRPC et du NetRPC. Donc le NetRPC, c'est des objets Python sérialisés. Le gain par rapport à XMLRPC, c'est entre 3 et 12 fois plus rapide. Et donc, bien sûr, la base de données PostgreSQL que l'on accède via l'ORM interne d'OpenObject.
Donc là, voilà une architecture globale de Tiny. Donc on a le serveur, qui pour l'instant n'est pas détaillé, et les divers clients, donc le client GTK, le client web, et ensuite, ça peut être tout et n'importe quoi, un site de e-commerce, des applicatifs maison ou dédiés que l'on voudrait faire dialoguer avec le serveur Tiny, donc des objets qu'on fera dialoguer au travers du protocole XML-RPC. Donc les divers clients, donc on a le client historique, le client GTK, fonctionne sous Linux, Mac et Windows. On a le client web eTiny, qui fonctionne Safari, IE. Bon, avec certains navigateurs, il y a un petit peu plus de bugs que d'autres. Et Katini, qui est un petit nouveau, qui lui est écrit en Qt. Donc il n'y a pas encore version stable qui a été réalisée, ça fonctionne. Mais il va vraiment arriver dans le projet avec la version 5. Donc là, je vous ai mis quelques copies d'écran. Donc ça, c'est le client GTK. Nous sommes sur un tableau de bord. Le client fini. Tout en haut, vous avez donc le menu qu'on ne voit pas, la barre d'outils, le menu sur le premier onglet, et puis un tableau de bord sur un onglet secondaire avec diverses infos et éventuellement des graphiques. Donc la même chose en version web. Donc on retrouve à peu près les mêmes dispositions. Et le client Qt, donc ça c'est le petit dernier qui vient d'arriver, comme c'est du Qt, vous avez vraiment l'interface graphique qui prend la charte de l'OS que vous utilisez. Alors le serveur Tiny, il est composé donc de la base de données PostgreSQL, de l'ORM. Ensuite, vous avez les add-ons et les extra add-ons, c'est ce qu'on appelle les modules. C'est-à-dire, si vous prenez tout ça, mais que vous enlevez add-on, extra add-on, vous avez le framework OpenObject. Donc vous avez une coquille vide. Vous avez un framework fonctionnel, mais vous ne savez rien en faire sans un module déployé. Ensuite, on a un planificateur de tâches qui permet d'exécuter diverses actions. Un moteur de workflow qui est assez riche en fonctionnalités. Le système de vue qui permet en fait de matérialiser les objets des modules pour les transmettre au client pour la mise en forme. Et un système de wizard qui permet de développer des fenêtres à la volée pour exécuter diverses actions. Donc, le serveur TinyURP. Donc tout d'abord, une base de données unique, PostgreSQL, compatible des versions 7.4 à la 8.3. Donc la 8.3 est seulement dans les dernières versions de la 4.2. Il y avait quelques bugs avec des castes implicites qui traînaient. Donc j'ai proposé des patchs et ils ont été intégrés directement dans la version. Ensuite, on a la possibilité, si besoin, de modifier l'ORM pour supporter notre base de données. Pour peu que la base de données et les fonctions utiles, gestion de transactions et autres, ça peut se faire sans problème, moyennant quelques journées de développement. Et ensuite, chaque table qui est créée dans Tiny possède des champs prédéfinis. Donc chaque objet, au niveau de l'ORM, définit des champs supplémentaires au niveau de la table, qui sont gérés seulement par l'ORM. Alors, l'ORM, justement, voilà, une petite définition Wikipédia, correspondance entre monde objet et monde relationnel. Donc, en fait, ça va éviter que quand vous allez créer un module, un objet, vous ayez à créer les tables dans PostgreSQL. C'est-à-dire, une fois que vous créez votre objet dans votre module, l'ORM va le transposer directement dans la base de données. Voilà. Donc chaque objet est matérialisé sous une forme de table dans la base. Un objet peut être hérité. La table parent contient les champs hérités. Les relations entre objets sont gérées par primary key et foreign key. Donc le gros avantage, c'est PostgreSQL qui gère l'intégrité des données et du coup l'ORM a juste à interpréter les messages d'erreur éventuellement de PostgreSQL pour retourner les messages d'erreur
au client de façon explicite. Et l'ORM possède une petite particularité, c'est qu'il a un pooler interne qui permet de limiter le nombre de connexions à la base et réduire les performances. Donc le moteur de workflow, donc, qui va définir tout le flux de travail. Donc, toujours petite définition Wikipédia. Donc le moteur de workflow va permettre sur chaque objet de définir un processus. Par exemple, si vous prenez une commande de vente, vous allez émettre un devis, vous allez valider votre commande, vous allez ensuite la solder une fois qu'elle est facturée et éventuellement indiquer des états de livraison de marchandises. Donc dans Tiny, on a la possibilité d'avoir ce genre de graphique-là sur chaque objet et il est généré dynamiquement à la volée. C'est-à-dire dès qu'on développe un objet, on est capable d'avoir sa vue matérialisée au niveau du workflow. C'est-à-dire qu'on est capable de voir chaque étape matérialisée sous forme de graphique. Et aussi, en rouge ici, de savoir l'endroit où on se trouve actuellement sur ce qu'on est en train de visualiser. Si par exemple on prend la commande numéro 1, si ceci est ma commande numéro 1, je vois que je suis à l'état brouillon. Donc ma commande, j'ai deux choix. Soit je peux l'annuler, soit je peux la valider. Donc là on a une vue de ce qu'on appelle un workflow simple. Il y a un autre mode qui permet d'avoir les workflows complexes, c'est-à-dire que dans Tiny, vous êtes capable, un workflow, c'est aussi passer la main à un sous-workflow pour aller taper dans un autre objet. Donc là, concrètement ici, on voit que la commande, à un moment, va attaquer le workflow des factures. Donc le workflow complexe, c'est le même, sauf qu'on voit vraiment le même schéma détaillé au niveau des factures. Donc chaque workflow, pour passer d'une étape à une autre, on a des transitions. Donc les transitions, on peut affecter un rôle. On peut dire, voilà, j'ai mes commerciaux qui font tous mes devis, mais par contre, la validation de la commande, c'est le directeur commercial qui le fait. Donc, si je reprends le petit schéma d'avant, la transition ici, qui permet de confirmer, je suis capable d'attribuer un rôle, et donc il n'y aura que l'utilisateur qui possédera le rôle de validation, qui pourra passer de l'état brouillon à valider. On peut faire aussi une vérification sur des champs. On peut dire, dans la société, je peux acheter de la marchandise à hauteur de 10 000 euros. Si j'achète pour plus de 10 000 euros, il me faut forcément la validation du directeur financier ou du directeur général. Donc on peut aussi mettre des vérifications sur les champs, c'est-à-dire que le processus de workflow, on va doubler les flèches de transition pour indiquer qu'en dessous de 10 000 euros, tout utilisateur peut valider une commande d'achat, et au-dessus de 10 000 euros, il faudra un rôle supplémentaire pour valider la commande. On peut aussi déclencher une méthode, c'est-à-dire avoir un calcul complexe en Python pour valider ce traitement-là. Ça pourrait dépendre d'un client, d'un fournisseur, de ce qu'on veut. Et donc voilà, possibilité de multiplier une transition avec différentes vérifications. On peut les croiser. Les fameux wizards. Alors les wizards, c'est en quelque sorte des fenêtres qui vont permettre d'exécuter des actions. Donc ça peut aider différents utilisateurs. Je vais prendre le cas, on a développé un système de points de vente, comme vous avez pu voir sur les petites plaquettes, et tout bêtement, le système point de vente fait plusieurs actions. Il va effectuer une commande, au sens Tiny. Il va sortir la marchandise et lancer la facturation. Et donc concrètement, c'est qu'on a développé une sorte de wizard qui va faire toutes les actions en main. C'est-à-dire que quand vous avez un point de vente, généralement la marchandise vous l'avez à côté de vous, le client vous dit de la prendre, vous lui faites sa vente, mais vous ne voulez pas vous amuser à sortir les stocks et compagnie. Donc en une étape, on est capable de repasser dans les flux standards de Tiny. C'est-à-dire en utilisant les workflows de base de la commande, de la logistique et de la facturation, on est capable de faire dans un écran X étapes. Donc
d'utiliser les process standards, mais simplifier la vie de l'utilisateur. Voilà, donc c'est création d'une action avec génération d'un écran où sont renseignés les paramètres de lancement de l'édition. Et bien sûr, cette action va se lancer sur les objets qu'on est en train de visualiser. Donc ça peut concerner une commande, mais ça pourrait par exemple en concerner plusieurs. Alors au niveau accès et sécurité, il y a un administrateur du serveur Tiny qui s'appelle admin, qui lui fait toutes les opérations, création de bases de données, toutes les actions au niveau serveur pur. Ensuite, on a une notion d'utilisateur et groupe. Donc on a des utilisateurs dans Tiny, on a aussi un autre utilisateur admin, mais qui est différent de l'administrateur du serveur. Et on a une notion de groupe, où là on va pouvoir, un utilisateur, lui associer plusieurs groupes auxquels il appartient, et sur ces groupes on va pouvoir définir des menus. Des menus et des accès. Ensuite on a une gestion des menus principaux, et puis ensuite tous les sous-menus associés. On peut définir sur chaque objet, est-ce qu'on a le droit de créer, modifier, supprimer ou lire. Donc concrètement, les produits, certaines personnes peuvent avoir accès en lecture, mais pas du tout en écriture ou modification. Donc en fonction des responsabilités dans la société, sur les différents objets dans Tiny, on est capable de donner des droits à ce niveau-là. Et bien sûr, la gestion des rôles qui est très important au niveau des workflows pour qui valide quoi. Ensuite, on a le planificateur, donc qui permet de faire lancer des programmes une seule fois, un certain nombre de fois, ou périodiquement. Donc cette période peut se définir en minutes, en heures, en jours, en semaines ou en mois. Donc là, on est assez large. Et on peut aussi, si besoin, avoir un compte-rendu d'exécution qui arrive sous forme de mail ou dans la messagerie instantanée qui est disponible dans Tiny. Alors là, je vais vous parler du framework, la version 5, les petites améliorations qu'il y a eu. Donc au niveau des améliorations, il y a le parcours des arbres. Donc en fait, dans Tiny, vous avez une structure en arbre qui vous permet de voir du multiniveau. Par exemple, pour des catégories de produits, vous pouvez avoir un nombre illimité de niveaux. Bon, il faut que ça reste affichable. Mais donc vous aviez cette notion-là. Donc dans un sens, pour descendre de la catégorie parent vers la catégorie enfant, c'était très rapide. Par contre, l'inverse était beaucoup plus complexe à gérer. Donc ils ont implémenté une nouvelle méthode qui consiste à renseigner les deux chemins au niveau de chaque ligne pour pouvoir descendre et remonter, ce qui accélère grandement les parcours des recherches en arbre dans Tiny. Et tout ça est implémenté au niveau de l'ORM. Donc ça veut dire que chaque objet qui a une notion d'enfant-parent va hériter de cette fonctionnalité-là. Ensuite, ils ont intégré donc, de la business intelligence. Donc ils ont intégré un gestionnaire de Cubolap. Donc ça permet d'écrire des requêtes MDX. Ils ont implémenté aussi la fonctionnalité, souvent c'est des requêtes qui demandent des traitements très lourds, donc des requêtes sur du décisionnel, c'est des données qu'on va agréger entre autres, donc c'est très très lourd. Donc on a la possibilité, avant de traiter toutes ces données, de se connecter donc, à notre base Tiny, et éventuellement créer une autre base de données sur un autre serveur, récupérer toutes les infos, et ensuite faire l'agrégation sur un serveur qui n'est pas le serveur de production. Donc on a la possibilité de faire tous ces traitements-là sur un serveur à part pour ne pas pénaliser le serveur de production qui pourrait éventuellement être pas mal chargé. Et donc on peut aussi, via les drivers Python nécessaires, taper dans du Oracle, du MySQL, du Postgre et éventuellement d'autres. Et il y a également aussi un outil, le Cube Designer, qui a été fourni donc, dans le framework OpenObject, qui permet justement, en glisser-déplacer, de générer les requêtes MDX. Donc pour quelqu'un qui connaîtrait Business Object, il retrouve des concepts similaires à l'intérieur. Alors les petites améliorations qui sont à faire ou qui ont déjà été faites et qui pourront encore être améliorées. Alors au niveau des séquences,
Alors, une séquence dans Tiny, elle peut être composée d'un préfixe, d'un suffixe, elle est bien sûr composée d'un compteur, qui va nous donner notre numéro de séquence, un remplissage de 0, donc on indique pour formater la chaîne combien de zéros à gauche on a besoin, et le pas d'incrémentation. On peut également aussi, pour le préfixe et le suffixe, utiliser des variables qui nous permettent de récupérer l'année, le mois et le jour. Donc on peut constituer des séquences, un numéro de commande qui commence par 2008 010 pour le mois d'octobre. Ça c'est tout à fait faisable avec le compteur qui vient derrière. Alors le gros problème, dans la version 4.2, donc la version stable actuelle, dans l'ORM, je me suis aperçu que le verrou était mis au niveau de la table. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque objet qui avait besoin d'une séquence, il y avait un verrou au niveau de la table qui était mis, donc qui récupérait directement la prochaine séquence disponible, qui est formatée avec son suffixe et son préfixe. Donc ce qui voulait dire que vous faisiez une facture avec un traitement qui pouvait prendre du temps avec le transfert en compta. Il y avait un verrou de la table des séquences qui était mis, c'est-à-dire que la personne qui voulait faire une commande derrière, au moment de demander le numéro, elle se trouvait en attente. Tant que la transaction qui générait la facture n'était pas terminée, elle n'avait pas commité pour libérer la table. Donc moi j'ai proposé une petite correction pour la version 5, très rapide qui ne pose pas trop de régression, c'était d'utiliser un verrou à la ligne, donc avec un select for update pour ceux qui connaissent. Et on peut encore aller plus loin, peut-être dans la version 5.1, c'est en cours de discussion avec les développeurs de Tiny, c'est de remplacer les verrous de ligne en utilisant donc le compteur, en remplaçant le compteur par une séquence et non pas un champ dans la table qu'on viendrait incrémenter. Du coup, on n'aurait plus besoin de mettre de verrous au niveau de ligne puisque c'est la séquence PostgreSQL qui nous assurerait l'unicité dans la base. Donc, les avantages, voilà, on ne bloque pas les autres demandes de numérotation d'un même objet. Parce que là, avec la version 5, si deux factures sont demandées en même temps, le premier prend, tant qu'il n'a pas terminé, le second ne peut pas obtenir de numéro. Donc on n'avait plus de problème avec les commandes, mais deux factures, l'une bloque l'autre. Et les inconvénients, il y a toujours les mêmes dans toutes les versions, c'est que en pleine journée, il ne faut pas s'amuser à changer non plus le compteur. Parce que pour peu qu'on ait une contrainte unique sur le champ qui va contenir le numéro du document, automatiquement, si on se trompe dans la numérotation, que ce soit l'ancien système ou le système avec la séquence, on aura un rejet lors de l'enregistrement de la commande si le numéro existe déjà dans l'état de Tiny. Donc, inconvénient, il n'y en a pas vraiment. Donc maintenant, on reste à implémenter tout ça. Ensuite, haute amélioration. Les phases de transition du workflow sont stockées dans des tables. Donc il y a plusieurs tables qui commencent par WKF underscore dans Tiny qui vont servir à tout le moteur de workflow pour savoir pour chaque document où vous en êtes. Et donc, ces tables-là subissent énormément d'ajouts, de modifications et de suppressions. Donc ce qui revient en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur Tiny, le nombre de documents qui sont édités et compagnie, en fait il faut faire des vacuums très très fréquents sur ces tables-là parce que les index sont souvent pas utilisés du fait qu'il y a une différence entre l'estimation et le réel. Donc à ce niveau-là, on peut faire certaines choses, c'est-à-dire utiliser le paramètre fillFactor sur les tables et les index. Le petit inconvénient, c'est comme Tiny tourne sur une 7.4, le paramètre fillFactor n'est dispo qu'à partir de la 8.2. Et ça nécessite aussi une modification au niveau de l'ORM pour gérer la version de PostgreSQL. Actuellement, en fait, on s'adapte aux fonctionnalités les plus faibles, c'est-à-dire celles de la 7.4, et on ne prend pas en compte les évolutions qu'il peut y avoir dans les nouvelles versions. Ensuite, à la création de la base de données. Donc quand vous utilisez le client GTK ou le client web, vous avez la possibilité de créer une base de données. Pour peu que vous ayez le mot de passe de l'utilisateur admin du serveur Tiny.
Donc en fait, tout ça se fait au travers des outils PostgreSQL, dont l'utilitaire CreateDB. Alors, actuellement, cet utilitaire-là est invoqué sans la commande qui permet de lui dire d'utiliser un autre table space. Donc si on veut gérer son stockage dans un espace différent, pour l'instant, il nous met dans les table space par défaut de PostgreSQL. Donc, pour ce table space, il suffirait de passer à l'argument ligne de commande l'argument --table space et on contourne le problème. Sauf que, voilà, la gestion des table space est dispo depuis la 8.0 et modification, pareil, de l'ORM pour gérer la version de PostgreSQL. On en revient toujours au même problème. Donc la modification de l'ORM pour gérer les versions de PostgreSQL, je suis en discussion avec les développeurs de Tiny et ça va se faire. Voilà. Donc si vous avez des questions. Pas de questions? Vas-y, vas-y. Tu dis que tu es en contact avec les développeurs de Tiny pour que PostgreSQL soit mieux géré dans TinyRP. Si j'ai bien compris, TinyRP, ça n'a pas vocation à n'utiliser que PostgreSQL. Donc comment est-ce que eux vont gérer ça? Est-ce qu'ils vont apporter des améliorations, ils vont adapter leurs produits à d'autres bases de données, du coup pour que tout le monde soit au même niveau? Ou est-ce que ça veut dire que TinyRP va être de plus en plus très lié à PostgreSQL? Au départ, TinyRP n'était que PostgreSQL. Mais sans plus. Il n'y avait pas vraiment de fonctionnalité avancée de PostgreSQL. Ça s'est ajouté au fur et à mesure. Certains clients ont déjà demandé le développement de l'ORM sur Oracle, mais visiblement ça ne s'est pas fait. Et Tiny, pour eux, PostgreSQL est très bien et convient parfaitement. Ce qui leur manquait, c'était plutôt une compétence plus technique qui allait pouvoir leur apporter des éléments de réponse justement pour améliorer cette ORM. Donc, chose que j'ai commencé à faire et que je vais continuer à ce niveau-là. Donc PostgreSQL Tiny va rester sur PostgreSQL 100%, mais on aura la possibilité pour des sociétés qui voudraient, soit du Oracle ou autre, d'en développer un ORM. Mais non, ça sera directement des fichiers, le fichier orm.py qui sera remplacé directement. Et sinon, ça sera 100% PostgreSQL. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu ma préférence sur ce produit-là, puisque la plupart des autres ERP étaient basés sur MySQL entre autres, ou d'autres bases. Et une autre question, tu parlais tout à l'heure de séquences aussi. Donc si j'ai bien compris, quelque part dans PostgreSQL, les séquences métiers, c'est-à-dire les 2008, 10, bon chrono, suffixe, machin, donc la séquence métier de Tiny, c'est donc stocké dans du texte. C'est une table, oui. Avec plusieurs champs, avec le préfixe, et tout est composé à la volée. Sauf que le compteur, il est géré aussi dans un champ de la table. Donc là, effectivement, avec les docs, ils ont une de scalabilité. Voilà. Et certaines transactions peuvent prendre du temps. C'est surtout au niveau des factures qu'il y a des problèmes. C'est lors du transfert en compta. Il y a tellement d'écriture que, en fait, quand il y a plusieurs factures ou des générations en parallèle, il y a de gros problèmes à ce niveau-là. Donc en gérant ce champ-là, en le remplaçant par une séquence PostgreSQL, voilà, là, on pourra faire 15, 20, enfin, ce qu'on veut en facture en parallèle, on ne sera plus bloqué. Et tu parlais, donc, une dernière question. Tu parlais de réplication avec un serveur pour faire des traitements de type API. Cette réplication, c'est quelque chose qui est dans Tiny, tu cliques sur le bouton, ça se fait tout seul. Voilà. Ou tu fais toi En fait, on choisit sa connexion, donc on définit des connexions vers les serveurs où on veut se connecter, et ensuite on dit quelle table ou quel objet on veut récupérer. Donc on récupère, on fait un transfert d'une base vers une autre, et ensuite on fait les traitements dessus. Donc c'est plutôt du J-1, moi-1. Non, on peut venir chercher à l'instant T les données et puis les traiter sur un serveur à part, mais sans pénaliser les performances du serveur de production. Merci. Voilà. D'autres questions? C'était trop
technique, pas assez technique J'ai une petite question toujours sur les séquences en fait, par rapport à ce que tu dis. Est-ce que dans le modèle qui est utilisé actuellement, il y a un système qui remplit les trous entre guillemets dans les séquences typiquement là, tu disais par rapport à une séquence qui est avec la date du jour, en gros. Si par exemple il y a une facture qui est annulée et puis il y en a d'autres qui s'accumulent derrière, est-ce que le système qui va retrouver un nouveau numéro de séquence pour la prochaine facture va utiliser le trou qui existe ou pas? En fait, c'était en rapport avec le fait de... Actuellement, il n'utilise pas. Okay. En plus, sur les issues au niveau comptabilité, ouais. sur le compta française, normalement c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. On n'est pas censé récupérer un compte. C'est pour ça que, en fait, là, la problématique aussi de la séquence, c'est que on peut aller la modifier pour dire j'ai annulé cette facture-là, je reviens en arrière. Donc il faut gérer aussi cet aspect-là et c'est pour ça que ça avait été fait comme ça. Normalement, dans toute compta française, on ne doit pas annuler d'écriture. Mais tous les logiciels de compta français ont une option pour annuler les écritures et éventuellement pouvoir les reprendre. D'autres questions? Est-ce que les workflows sont modifiables? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on garde l'historique des modifications des workflows? Est-ce qu'on garde l'historique des modifications des workflows? En fait, vous allez venir par héritage modifier ces workflows-là. Donc, c'est les modules que vous allez ajouter par-dessus qui vont faire tout le travail. On a vraiment une notion forte d'héritage dans Tiny, c'est-à-dire en fait, tout bon intégrateur de Tiny ne modifiera jamais les objets standards fournis, donc les modules add-on, extra add-on, on n'y touche pas. On crée des modules par héritage. L'avantage, c'est pour les migrations. Tiny va faire évoluer ses modules. Donc, va prévoir tout un tas de scripts pour pouvoir migrer côté base de données, toutes les données. Et donc, va remplacer ces modules, et par héritage, on aura une doc qui nous dira, ben voilà, ça n'existe plus, et il y a ça maintenant qui le remplace, ou on a très bien développé ce module, il n'y a rien de complexe. Et dans ce cas-là, en fait, on retire les modules qu'on a pu développer, on applique la mise à jour des modules de Tiny, et on vient, par héritage, remettre nos modules par-dessus, et c'est transparent. Donc, on ne touche jamais aux modules originaux de Tiny. Même si c'est en temps plus rapide, vaut mieux perdre 5 minutes, c'est pas le temps supplémentaire que ça prend pour créer son module à part par héritage. C'est la bonne façon de faire. En termes de référence, de projet, de réalisation qu'il peut y avoir sur TinyERP ou OpenERP, qu'est-ce qu'il y a? Notamment, j'étais un peu surpris par ces histoires de séquences, que ce soit si tard, qu'il y ait quelqu'un qui mette le nez dessus, parce que c'est quand même quelque chose qui a des conséquences, quoi. Ça a des conséquences. Là, on a certaines sociétés justement qui nous ont contactés, qui ont des petites problématiques comme ça, mais c'est l'ordre de 5 secondes, le petit temps de latence, donc c'est pas encore... Là, pour l'instant, les sociétés au-dessus de 500 personnes, il y en a très peu qui utilisent Tiny. Mais commencent à s'y intéresser, et donc toutes ces problématiques-là, il faut les corriger le plus rapidement possible. C'était justement pour un problème de méconnaissance de pas mal de choses au niveau fonctionnalité de Tiny, que l'ORM présente ses contraintes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé, après avoir bien compris le logiciel, à regarder dedans et essayer de trouver tout ce qui pouvait être améliorable par rapport aussi au retour client. Des petits problèmes de perf et compagnie. C'est 2-3 petites modifications que j'ai prévu de faire. Mais au niveau, donc, il y a quelques grosses sociétés qui commencent à l'utiliser. Il y a Whirlpool Paris, par exemple, qui, eux, ont mis 2 ans à former et à implémenter leurs équipes pour développer sur Tiny. Et ont mis, justement, énormément de modules de gestion de production à disposition dans Tiny, ce qui a augmenté sa richesse. Il y a énormément d'entreprises qui jouent le jeu et qui ont permis à Tiny d'avoir une richesse fonctionnelle avec une croissance très rapide. Donc ça, c'est des petits exemples. Et il faut savoir aussi que la société Tiny a passé un contrat avec l'éducation nationale de 3 ans, et en fait, dans toutes les écoles d'ingénieurs et autres où il y a un cursus ERP, donc là, ils ont 173 000 professeurs à former sur Tiny pour justement la prochaine section. Donc tout se fera sur... il y avait du Cégide déjà, mais Tiny va être enseigné au niveau des profs.
Donc ça commence déjà cette année, il y a quelques universités qui l'enseignent. Et, septembre l'année prochaine, beaucoup plus vont pouvoir former, sachant que la société Tiny, en plus, avec le mode web, va fournir toute l'architecture pour pouvoir, pour les profs, pour qu'ils puissent avoir directement des bases avec des jeux de démo qui seront fournis par l'éducation nationale, et les professeurs recevront une URL, des logins, des mots de passe, et ils pourront faire tous leurs cours avec leurs élèves dessus, donc ils n'auront pas à gérer toute cette partie logistique. Donc d'ici quelques années, on aura de nombreux étudiants qui sortiront des cursus scolaires avec un produit qu'ils auront appris, c'est INURP. Donc on devrait, je pense, le voir de plus en plus dans certaines sociétés, enfin le voir arriver et prendre plus de notoriété. PostgreSQL, ça a déjà été un frein, parce que vous avez eu des clients qui vous ont dit non, on ne peut pas choisir ce produit parce que c'est du Postgres, ou est-ce que ça a jamais... Non, justement, non, Postgre passe plutôt bien chez nos clients. Bon, on déconseille MySQL, ça c'est sûr. Il y a des clients qui sont très centrés MySQL et on leur dit si vous voulez MySQL, déjà Tiny, on ne fera pas dessus. Puis ensuite, il faudra prendre plutôt une version entreprise que la version communautaire, qui est un peu laissée à l'abandon par rapport à la version entreprise. Mais PostgreSQL en passe très bien, et justement, les clients comprennent qu'on fait du Postgre, on s'investit pas mal, et donc ils se disent, bon, de toute façon, si vous le proposez, ça doit marcher forcément. Ah, d'autres questions ? Merci bien alors.